Mais parmi les big tech, Meta, une des- c'est une des plus petites big tech, finalement. Ah ouais? On ne se rend pas compte, mais il y a peut-être 70 000 employés, mais comparé à Amazon qui a presque 1 million, ou à Google qui sont à quelques centaines de milliers, Mhm. c'est une boîte qui est restée relativement petite et qui arrive à, en tant qu'ingénieur, en fait, tu peux quand même travailler à une vitesse assez grande. Donc, tu as assez de liberté, donc t'as pas ce sentiment d'être dans une grosse corporation. Salut, je me trouve à New York, au cœur de Manhattan, ici dans le quartier de Hudson Yard, et je vous propose un regard original sur la tech. C'est le témoignage d'un jeune ingénieur français, comme il en existe beaucoup ici à New York. Il travaille chez Meta et il nous raconte son quotidien, à la fois professionnel et personnel. Bonjour Tommy Tran. Bonjour Jérôme. Écoute, merci de me recevoir dans ton bureau, qui n'est autre que le siège de Meta à New York. Comment ça s'appelle ici exactement le quartier? On est à Hudson Yards. Hudson Yard. Il y a plusieurs endroits de Meta, je crois, dans New York, en Exact, fait. ouais, il y a 3 bureaux. Donc un ici à Hudson Yards, Ouais. un à Penn Station et le bureau original à Astor Place. Et évidemment, également le siège en Californie, à San Francisco, et puis des bureaux un peu partout dans le monde, en France, à Paris. C'est ça, à Paris, à Londres, à Oslo, Voilà. à Singapour. Alors, tu es ingénieur chez Meta depuis plusieurs années déjà. C'est ça, ouais. Ça fait presque 3 ans maintenant. D'accord. Et tu as bossé sur différents projets, en fait. Tu as eu un parcours assez vaste et assez diversifié. C'est vrai, oui. Donc j'ai commencé par le Reality Labs à Meta. Donc c'est le département qui s'occupe des Ray-Ban Stories que les gens doivent connaître maintenant, des Ah ouais. casques de réalité virtuelle. Ensuite, je suis passé par Facebook Ads. Donc c'est comme La ça pub? que Meta, oui, c'est ça, la pub. Ouais. C'est comme ça que Meta fait 98% de ses revenus. Et là, maintenant, je suis plus dans une équipe d'infra. Donc avec l'arrivée de tous ces gros modèles d'IA, il nous faut énormément d'énergie et c'est assez important de pouvoir optimiser le coût des serveurs en fait. Ouais, donc c'est toute la partie data center, etc., la puissance de calcul C'est ça, oui, pour l'IA voilà. générative. Donc, libérer un maximum de place et de capacité dans ces data centers pour pouvoir entraîner des nouveaux modèles. D'accord. Donc tu as travaillé sur la VR, Ouais, et notamment tu as vu passer entre tes mains les futurs lunettes. Alors évidemment tu vas pas me révéler des secrets, hein, mais mais tu as vu les lunettes Orion, tu les as vues entre les mains? J'ai vu Orion, ouais. 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 Ils sont jolis. Je les ai tenus dans les mains. On a hâte de les voir arriver sur le marché, hein, depuis Ouais. le temps que Mark Zuckerberg en fait la pub ici et là. J'ai hâte aussi. Est-ce qu'elles sont jolies? Ouais, très jolies. Je sais pas les lunettes les plus discrètes au monde, mais elles ont un petit style. C'est assez prometteur, parce que le truc, c'est que les lunettes, aujourd'hui, les Ray-Ban de Meta peuvent filmer, prendre des photos. Alors, il y a l'intelligence artificielle qui vient d'arriver aussi, hein, Meta AI, donc l'assistant, on peut dialoguer, il y a de la traduction simultanée, c'est assez impressionnant. Mais Orion, l'idée, c'est d'aller plus loin et d'avoir des images affichées en surimpression, donc de la réalité augmentée, des réalités mixtes. Hein, C'est ça, oui, le c'est concept. d'aller par-delà ce concept d'écran 3D et, en fait de projeter toute cette information virtuelle sur le monde qui nous entoure. Ouais. Donc par exemple, je sais pas, s'il y a un meuble dans un bureau que vous aimez bien, peut-être que vous pouvez demander aux lunettes d'identifier ce que c'est. Ouais. Si vous voulez vous projeter projeter un meuble Ikea pour savoir si ça va tenir chez vous, vous pouvez aussi. Génial. Ce qu'on peut déjà un petit peu faire avec un smartphone et puis avec Oculus. Ouais, c'est vrai. Mais l'idée, c'est d'avoir un appareil encore plus léger qui permettrait de faire ça. C'est ça, oui. Un peu comme tout le monde a une montre aujourd'hui, tout le monde pourrait avoir des lunettes dans le futur. Génial. Alors, ce qui est super de pouvoir parler avec toi, c'est que tu es le portrait type d'une certaine manière de ces jeunes ingénieurs français qui viennent faire carrière aux États-Unis, notamment dans les grandes entreprises qu'on connaît, les fameuses big tech. Quel regard tu jettes sur enfin, en quelques mots, ton parcours, ça a été quoi finalement? Mon parcours, j'ai étudié en France. J'ai commencé ma carrière chez Meta à Londres. Mais avant ça, j'ai eu l'occasion de travailler à Singapour, à Hong Kong. Et je pense que c'est un peu ça qui a
m'a ouvert les yeux sur ce qu'il y avait au-delà, ce qu'il y avait de disponible et de possible au-delà des frontières de la France. Et j'ai toujours eu ce petit attrait pour les États-Unis, pour New York. On a tous, je pense, grandi avec quelques films. Ici, on connaît, tout le monde, je pense, connaît un petit peu New York dans le monde. Et oui, la tech aux États-Unis, donc vraiment, surtout à New York et en Californie, dans la Silicon Valley, c'est un écosystème qui est tellement dynamique, qui va tellement vite. La façon dont je penserais, c'est genre de regarder tout ce que vous utilisez sur vos téléphones aujourd'hui. Il y a probablement une boîte de la Silicon Valley derrière, quelque part, chez qui vous pouvez aller travailler. Ouais, c'est une ville où c'est un peu cliché, mais il y a tellement d'énergie et il n'y a pas vraiment de plafond de verre. On a l'impression que tout est possible. Ouais. Et c'est marrant parce que, alors, il y a pas mal d'ingénieurs, de jeunes Français qui sont venus s'installer ici à New York, etc., qu'on retrouve dans toutes les boîtes, Meta, Google ou d'autres startups, etc. Palantir, Ramp, Amazon, enfin toutes les boîtes tech que vous pouvez imaginer. Et qu'est-ce que vous vous dites entre vous, vous avez fait le bon choix? Vous vous dites que vraiment vous avez fait le bon choix? Ouais, je pense que ceux pour qui New York ou les États-Unis n'est pas le bon choix finissent par partir assez rapidement. Et ceux qui restent sont là pour la même raison, et pour les mêmes raisons, on va dire. Et on a tendance à plutôt bien s'entendre. Ouais, il y a une vraie... ouais, parce que finalement... un écosystème français. C'est ça, ouais, je dirais que ceux qui ont décidé de mener une carrière ici, c'est globalement des gens qui viennent du même endroit, qui veulent aller au même endroit. Et donc ça crée... Il y a déjà, avant même de se connaître, il y a tellement de points communs qui fait que naturellement, on a beaucoup plus de choses en commun qu'on ne le pense. C'est-à-dire du même endroit, tu veux dire les mêmes cursus universitaires notamment? C'est ça, et même de la même culture française. Et en décidant de rester ici, souvent ils ont des ambitions de carrière ou de monter leur boîte qui sont plus ou moins alignées avec la même intensité. Toi, tu as fait quel parcours universitaire? Alors moi, j'ai commencé par ma licence à Dauphine en mathématiques appliquées. Et c'est là que j'ai rencontré un ami à moi. Moi, j'étais parti pour faire de l'actuariat. Et un jour, je rencontre cet ami à moi qui revient d'un stage de chez Twitter. Et après avoir discuté peut-être 30 secondes avec lui, je me dis, tiens, la tech, c'est intéressant. Et du coup, j'ai enchaîné sur un master à l'école polytechnique et à HEC, donc qui était plus focus en data science. Donc c'était c'était en 2020, donc quand la data science, l'IA, la big data, entre guillemets, commençait à vraiment prendre de la vitesse. Et oui, après, voilà, tu rentres dans tu découvres. J'ai fait mon premier stage chez Facebook à l'époque, qui s'appelait pas encore Meta. C'est ça, pas encore Meta. J'ai vécu la transformation. Et après, voilà, tu rentres dans cet écosystème et c'est parti, quoi. Ouais. Tu te vois pas revenir en France? Pour les vacances, probablement. Et non, c'est sympathique. Mais pas pas d'un point de vue carrière en tout cas, ou sur le court terme. Ouais, carrière, on a l'impression, voilà, vous faites le constat, je dis vous, toi, et puis bon, même d'autres jeunes ingénieurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer ici, vous faites un peu le constat que, oui, ce que tu dis ici, il n'y a pas de limite. Ouais. Et en France, il y a quand même, surtout au cours des dernières années, il y a des très belles boîtes qui ont apparu, hein. Donc Mistral par exemple, mais c'est pas suffisant, je dirais, et surtout il y a tout l'écosystème qui est pas assez, qui est pas prêt en fait pour accueillir tous ces nouveaux géants ou ces nouvelles startups. Par exemple en France, si tu veux changer de boîte, il te faut 3 mois de préavis, ça prend énormément de temps. Ici, en 2 semaines, tu peux changer. C'est ce qui t'est arrivé d'ailleurs, ce que tu as fait. Tu es passé d'une boîte à l'autre. Ouais. Moi, je suis arrivé ici, j'ai fait à peu près 1 an et demi chez Meta à New York. J'ai entendu parler, il y a énormément de startups, tu rencontres énormément de gens qui bossent sur différents projets. Je me suis fait attirer dans cette boîte qui s'appelle Ramp, super boîte. En 2 semaines, je n'avais plus changé.
Et un an plus tard... Qui est une boîte de finance, hein, qui ça, fait c'est une fintech. Voilà, une fintech, tableau de bord financier pour les entreprises, etc. C'est qui remplace à peu près tous ces vieux systèmes. Et qui est en train de prendre une ampleur... Oui, qui va à une vitesse incroyable. Qui est aujourd'hui valorisé à plus de 12 milliards de dollars, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et un an plus tard, pour des raisons un peu diverses, j'ai eu une opportunité de retourner chez Meta. Et pareil, ça s'est fait en 2 semaines. Donc c'est vraiment un dynamisme qu'on trouve vraiment nulle part. Bon, et c'est comment la vie chez Meta ? C'est sympa. C'est cool. Tu viens de déjeuner avec moi. Ouais. Voilà, tu m'as fait un peu visiter. Donc, alors là, l'immeuble dans lequel on est, il est absolument incroyable. Ouais. Il y a une vue sur tout New York, sur tout Manhattan, quasiment à 360. Pas besoin de payer l'entrée au Edge. En plus, venir au bureau. Ouais, c'est vrai. La vue est gratuite, c'est une attraction gratuite. Bon, il faut rentrer, il faut quand même montrer patte blanche, hein, parce que attention, moi tu m'as fait envoyer un email où on m'explique que attention, on peut filmer certains endroits, qu'il est absolument interdit de filmer les écrans des collaborateurs, qu'il est absolument interdit ce qui est normal, et puis on me dit même que s'il y a une alerte, c'est toi qui es responsable de moi pour me faire sortir de l'immeuble. Hein. En même temps, c'est une compagnie publique et il faut enlever le plus possible de responsabilité. Public, ça veut dire coté en bourse ici. Oui, c'est ça. Ouais. Et alors, tu m'as fait un peu visiter. On a l'impression que Meta, alors malgré l'énorme boîte que c'est devenu, ils essaient de conserver un peu le côté start-up. Alors là, on est installé dans une salle. Il y a à côté de nous, il y a un baby-foot, il y a une table de ping-pong. Bon, c'est presque du classique, mais il y a des choses amusantes. On est passé devant une salle de musique. Il y a une salle de musique avec des guitares électriques. Ouais. Meta, oui, c'est ça que j'aime bien dans cette GAFA. Je sais même plus c'est quoi le nom maintenant, GAFAM. Ouais, je sais même plus ce qu'il faut dire non plus. Ouais. Mais parmi les big tech, Meta c'est une des plus petites big tech finalement. Ah ouais. On se rend pas compte, mais il y a peut-être 70 000 employés, mais comparé à Amazon qui a presque 1 million ou à Google qui sont à quelques centaines de milliers, c'est une boîte qui est restée relativement petite et qui arrive à, en tant qu'ingénieur en fait, tu peux quand même travailler à une vitesse assez grande. Donc ça va moins vite que certaines startups comme Ramp par exemple, mais ça va quand même relativement vite. D'accord. Tu as assez de liberté, donc t'as pas ce sentiment d'être dans une grosse corporation. Et comment ça se passe ? Tu peux passer d'un service à un autre, d'un projet à un autre, etc. C'est ce que tu as dit au début de l'interview. Donc moi j'ai fait différentes équipes et ça permet aux gens en fait au bout de quelques années, des fois, ils ont envie de changer de projet. Si t'en as marre, tu changes de projet. Et d'apprendre de nouvelles choses. Si, par exemple, tu étais passionné de VR, mais d'un coup, tu as envie de faire de l'AI parce que tout le monde en fait, tu peux. Ouais. C'est une boîte qui est assez libre sur ce côté-là. Et ce qui est amusant, c'est que c'est des entreprises qui recrutent en permanence, en plus. Qui recherchent... La compétition est fierce, mine de rien. Surtout avec la course à l'IA en ce moment, tu as les gros concurrents. Vous avez une grosse pression en interne à cause de ça, de l'intelligence artificielle. Alors c'est amusant parce que au moment où on se parle, là, aujourd'hui même, Mark Zuckerberg fait des annonces avec Satya Nadella de Microsoft. Ouais. Ils sont en train de dévoiler l'application Meta AI. La Macon, ouais. C'est une race, c'est une course globale, donc. Parmi tous les concurrents américains, donc Google, OpenAI, Anthropic, tous ceux que vous connaissez, mais aussi contre les Français, Mistral, contre les Chinois avec DeepSeek. Ouais. Donc c'est vraiment je dirais que c'est la course dans laquelle il faut être en ce moment. Ouais. Il y a beaucoup de Français chez Meta. Plus qu'on ne le pense, on va toujours, quel que soit le département où on est, il y aura toujours des Français, un peu là ou là. D'accord. Parce qu'en France, on entend souvent dire, on se fait plaisir, on dit oui, mais les ingénieurs français sont excellents et le monde entier se les arrache. Alors, t'en es un peu la preuve, parce que toi, t'es là et puis il y a d'autres jeunes comme toi qui sont présents également. C'est vrai que moi, j'en ai rencontré pas mal, mais est-ce que vraiment c'est une communauté qui est plus importante que d'autres, je sais pas, que des Anglais, des Indiens, des Chinois, etc. C'est difficile à dire, à Meta en tout cas, parce que chaque communauté, on va dire, se retrouve entre elles. Donc moi, je vais être biaisé en voyant beaucoup de Français, mais sur
est-ce que Meta s'est arraché les ingénieurs français ou est-ce que les ingénieurs français veulent aller chez Meta? Je ne sais pas. Mais je peux dire que pour Palantir, par exemple, à New York, on a eu le droit à un event spécialement pour les Français. Ah ouais. Et que le CEO le CEO, le président. C'est ça, Ouais. Alex Karp, dit souvent qu'il adore les ingénieurs français, qu'il veut donc, recruter plus d'ingénieurs français. Donc c'est pas de la légende. C'est vrai au moins pour Palantir. D'accord, ok, c'est cool. C'est bien, ça fait plaisir. Ouais, non, ça fait plaisir. Ouais. C'est très étonnant. À New York, j'étais là, pourquoi moi, mais... Ouais. Et la vie à New York, c'est... Ouais, c'est génial. Ouais. C'est-à-dire je dirais que c'est une des seules villes où, quand je rentre de vacances, je suis content. J'ai pas le blues de rentrer des vacances. Je suis content de rentrer dans la ville, si on est de retour dans le vrai monde. Ouais. Et non, c'est un peu comme une drogue, je pense, cette ville. C'est-à-dire que tout ce qu'on veut, on peut l'avoir ici. Même si on veut de la nature, on peut. Si on veut avancer carrière, on peut. Si on veut faire la fête, on peut. Faire du sport. Si on veut faire du sport, on peut. Ouais. Bon, il faut des gros moyens. Hein. Il faut des gros moyens. Mentir, parce que c'est une des villes aujourd'hui les plus chères du monde, je crois qu'on peut le dire. Et puis surtout, le décalage avec la France est de plus en plus fort. Oui, mais sur ce sujet d'une ville chère, j'ai une amie à moi qui m'a dit un truc, qui m'a dit une chose très intéressante une fois, c'est qu'elle m'a dit, parmi les villes chères, donc New York, Paris, Londres, New York c'est la seule ville où tu peux, en travaillant, gagner assez pour vivre confortablement dans cette ville. C'est-à-dire qu'à Paris, un appartement qui coûte 1,5 million par exemple, le jour où en tant qu'employé tu arrives à gagner assez d'argent pour t'acheter cet appartement, il faut se lever tôt là. C'est quand même, voilà, c'est plutôt rare. Ici aussi, mais ça l'est beaucoup moins. Et c'est beaucoup plus atteignable. Ouais. Et c'est ça, évidemment, on comprend qui peut attirer des jeunes, des jeunes comme toi, des jeunes comme vous. Comment tu expliques que malgré tout, alors bon, les États-Unis d'une manière générale en ce moment, même New York aux yeux de certains n'ont pas forcément une bonne image, et j'irais même plus loin, les GAFAM d'une manière générale, et Meta en tête, hein, on va pas se mentir, c'est plus aussi brillant vu de France que ça a pu l'être à une époque en fait. Il y a une espèce de méfiance, de prudence, etc. Tu le ressens ça quand tu rentres en France? Pas vraiment. Je dirais que ça s'est amélioré au cours des 2 dernières années. Je pense que Meta a connu une grosse descente en 2016 avec Cambridge Analytica. Ouais. Et, à partir de 2016-2018, oui, là, ça a été très très dur. Il y a en gros une descente, je dirais pas une descente aux enfers, mais c'était downhill, comme on dirait ici. Mais tu y étais pas encore? Non, j'y étais pas encore. Mais au cours après le rebranding de Facebook à Meta et avec les différents efforts qu'ils ont fait au cours des dernières années en termes de safety, et aussi avec les nouvelles technologies, je dirais que l'opinion par rapport à Meta s'est doucement améliorée. Ouais. Et après, sur la question des boîtes tech en France, enfin, vu de la France et des États-Unis en général, ça se comprend d'un point de vue, on va dire, de souveraineté, parce que on se dit que voilà, c'est des boîtes qui appartiennent à un pays qui n'est globalement pas, enfin, qui est notre allié, mais qui n'est quand même pas le même pays. Avec lequel les relations sont compliquées en ce moment. Avec lesquels, voilà, exactement, les relations sont compliquées en ce moment. Mais aussi, je dirais qu'il y a une autre côté qui vient plus du fait qu'en fait, on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Et la réalité, c'est que beaucoup de gens n'ont pas vraiment idée de ce que sont les GAFAM ou les États-Unis. Et voilà, donc ils vont projeter leur peur avec le peu d'informations qui sont sur ces entités. Ouais. Merci beaucoup, Tommy. Écoute, on va te laisser, tu vas retourner travailler quand même. Merci Jérôme, c'était un plaisir. Voilà. Et puis, alors, c'est marrant parce que tu disais, il y a 3 ou 4 endroits qui appartiennent à Meta et toi, tu passes d'un bureau à l'autre. En fait, c'est comme tu le sens le matin quand tu te lèves. Ouais, c'est ça, ça dépend de ce que j'ai envie de manger, on va dire.
On a très bien mangé d'ailleurs à C'était midi. pas mal. Ouais, c'était pas mal. Et puis on peut aller faire un somme. Il y a une bibliothèque même. C'est ça. Il y a un Histoire coin de bibliothèque lire un petit et il y a peu. une terrasse. Et comme il fait beau aujourd'hui à New L'été York, qui revient, ça va être agréable. c'est là. plutôt pas mal. Merci beaucoup Tommy de m'avoir pour cette plongée comme ça au cœur du siège de Meta ici à New York. Merci Jérôme du Monde Numérique. Abonnez-vous. Ouais, cool. Merci de le préciser.